The Arkia Ultim Challenge, race around the world, starts tomorrow. Two of the top French solo sailor superstars competing in the race are interviewed here by Loïc Peyron, Thomas Coville of Sodebo, and Amel Leclerc of Banque Populaire. Vous êtes 6 à partir dans une aventure assez fabuleuse. Toi, tu es vraisemblablement le plus capé en nombre de tours du monde. Tu en as combien d'ailleurs? Parce que tu les comptes? Tu les comptes plus maintenant? Non. Mais à peu près. J'ai jamais compté. Je sais que j'en ai fait à peu près autant en équipage qu'en solitaire. C'est à peu près moite-moite. Mais tu veux pas donner de chiffres? C'est 6 ou 8, et c'est 10 ou 11 le caillou. Oui, c'est ça. Ou 12 peut-être, je sais plus. Donc, quand on aime, on compte pas. Et tu aimes toujours. Ah ouais, j'ai pas... Bah, le jour où j'aurais pu envie, et j'aurais pu le désir, c'est que il y aura quelque chose qui se sera passé et je serais parti ailleurs. Mais c'est vrai que j'ai... Mais la question ne se pose pas. Non, non, c'est pour l'instant jamais posé. En fait, je crois que aussi, tant que j'ai cette chance d'avoir un corps qui répond et qui me donne cette envie, et que je parle avec ce corps avant tout, parce que c'est lui qui te dit on y va pas, quoi. C'est avant tout un athlète qui dit je suis encore capable, ou j'en ai encore envie, ou j'ai quelque chose à aller chercher avec lui. C'était qui le petit Thomas Coville? J'étais un petit garçon très timoré, très sage, très gentil. En fait, on m'avait demandé de ne pas faire trop de bruit. J'avais des parents très autoritaires, j'avais un papa qui venait d'une fratrie, qui était le 8e d'une fratrie de 13, et qui avait sans doute eu la même demande, et que du coup, moi, on me posait avec un jouet, je jouais avec, et je pouvais faire des camps, des trucs. Et on t'a posé sur un bateau un jour? Et on m'a posé sur un bateau un jour, sur une caravelle. La lumière, le vent sur ma peau, que je revois encore et que je ressens encore, elle est très précise. Je me sens tout de suite dans un état où... Et très longtemps après, j'ai un problème de thyroïde. Et pour soigner la thyroïde, il faut de l'iode. Chaque fois que j'allais sur l'eau ou que je m'en rapproche... Tu te sentais mieux? Ben, je me sentais mieux. Souvent, on demande à expliquer aux athlètes pourquoi tu as fait ce sport-là, pourquoi c'est quoi qui fait que ça... Tout ne s'explique pas. Et par contre, quand tu trouves quelques explications qui sont quasiment du domaine du conscient ou de l'inconscient, voilà. Et moi, c'est ça. Et ça m'a jamais quitté. Et l'émotion de la mer qui, pour moi, est jaune. Iodé, donc? Ouais, et puis avec la lumière qui va dessus, le brillant, scintillant, là, qui Tu vois la mer jaune, toi? Ouais, moi, la mer, elle est jaune parce qu'elle est scintillante. Quand je regarde la mer, souvent, j'aime bien rechercher l'axe de la Lune ou l'axe du Soleil et tout, et du coup, ça me donne une mer qui est plutôt jaune. Et quand je m'amuse à peindre, je peins la mer jaune. Tu regardes la mer, justement, quand tu navigues en course? Tu Ouais, attends? ouais, et j'ai voulu un bateau où je regardais la mer, où je pouvais voir la mer, et je veux garder la sensation, je veux garder l'émotion. En fait, c'est simple, hein, c'est un triptyque, c'est émotion, sensation, mouvement. J'ai une émotion qui me procure une sensation et j'en fais un mouvement. Et quand je suis vraiment bien en mer, je sais que le mouvement que je fais, c'est le bon. Tu aimes bien justement travailler ton instrument? Je parle du bateau. Ouais. Parce qu'on n'est rien sans nos bateaux sous les pieds. De partir d'une page blanche et d'arriver... Ça, c'est le luxe suprême. Et la ligne d'arrivée à l'autre bout de la page blanche, quoi. Ouais. C'est le luxe suprême, c'est d'être dans un métier et puis d'avoir l'opportunité. Moi, ça fait 23 ans que je suis avec Sodebo. On a fait effectivement 2 fois l'expérience de construire des bateaux d'une page blanche, et ça, c'est... Là, tu as l'impression d'être dans la créativité pure. J'ai connu cette émotion. Ce bateau que j'ai là, il est né d'une idée de vouloir aussi le concevoir différemment, avec plusieurs personnes, avec une réflexion que j'avais eue en écoutant de la musique. Je voulais concevoir un truc qui effectivement sonnerait comme j'aurais rêvé. On a dépassé le rêve, en fait. On ne savait pas qu'on volerait il y a 4 ans, comme on vole aujourd'hui. Il y a l'émulation, parce que ça se crée aussi avec les adversaires. C'est ça qui est assez magique. On a cette chance d'être dans une époque où on dépasse le rêve. On a en 4 ans déboulonné la planète. Et l'Arkea, c'est ce symbole-là qu'elle d'abord elle envoie au monde. Et pour toi, contrairement à tes 5 autres concurrents et néanmoins amis, je ne veux pas dire que c'est moins un challenge, parce que ça l'est de toute façon, mais c'est beaucoup moins une inconnue.
Tu as déjà fait tant de tours du monde, beaucoup en multi, jamais en flyant un peu, beaucoup, passionnément, mais tu vas beaucoup moins vers l'inconnu que les autres, je trouve. En fait, j'ai toujours pris chaque course, quelle qu'elle soit, hein, la micro, la mini, le Figaro. T'es pas synchro avec toutes les courses, c'est pour ça que tu en gagnes ou tu en perds. Et là, c'est peut-être une des courses où, effectivement, que ce soit l'expérience, que ce soit l'engin, que ce soit les gens qui m'entourent, que ce soit mon histoire, elle tombe avec quelque chose que j'ai en moi depuis longtemps parce que je le désire fort. Je suis content d'être avec les autres sur cette photo de départ ensemble. Mais ça me fait penser à votre photo de départ que moi j'ai regardé des milliers de fois. Ce premier Vendée, c'est cette même gageure. J'ai regardé combien de fois, comme tout le monde, ce moment où tu vas sauver Filou. Et du coup, j'ai l'impression que quelque part, à notre échelle, à notre génération et à notre époque, qui est différente, on se lance dans, encore une fois, cette même gageure de pas forcément savoir au départ encore qui va gagner, mais est-ce que c'est faisable? Et j'adore cette capacité qu'on puisse se dire ça encore et que les courses ne soient pas écrites comme un classement. Oui, ça j'aime bien. Mais c'est bizarrement pas dû aux hommes que vous êtes, parce que les compétences sont là et de loin. Ouais, puis on est des compétiteurs nés, mais quand je le regarde avec un peu de recul, comme tu me demandes de faire, je me dis, c'est ça en fait, cette course, c'est la magie de cette course, c'est ce qui me porte aujourd'hui. Et je me trouve très chanceux de pouvoir partir. Tu te fais encore peur sur l'eau? Et heureusement, peut-être. Ouais. Non mais heureusement, moi je dis toujours que j'ai peur, parce que c'est notre bon frein. Ceux qui n'ont pas peur sont plus là pour raconter. Ah ouais, non mais c'est l'appréhension. Ouais. Elle est le premier gage de revenir, de finir et donc de potentiellement gagner. Si tu n'as pas cette appréhension. Entre Cap de Bonne-Espérance et Cap Horn, il se passe un truc, quoi. Avant, la descente et la remontée, non pas qu'elle soit facile. Hein. Ouf. Non. Mais avant, on régate. On régate, on est dans un état d'esprit. Il y a le départ, tu lâches l'émotion, tu arrêtes d'être terrien, tu deviens navigant, puis tu deviens volant. Et là, tu descends, tu te fais Golfe de Gascogne. Et puis après, du Portugal, tu déroules jusqu'en bas. Tu te déroules jusqu'en bas. Jusqu'au FIT, un petit peu. Poteau noir, t'en baves, mais il faut t'extraire. Tu es un peu mode rampant, là. Et puis après, tu arrives, effectivement, Cap de Bonne-Espérance. La première frappe de première albatros, quoi. En 24 heures, il y a tout qui change. Oui, la lumière, la houle, le vent, le froid. Vraiment, c'est plus du tout la même ambiance. Et là, tu sais qu'il va et tu fais de l'Est jusqu'au bout. Et là, effectivement, tu vas avoir... Et là, tu doses plus. Et là, tu es obligé d'être dans le moment volant. Quelquefois, tu n'es pas volant. Nous, on a fait un bateau pour ça. C'est-à-dire qu'on a le bateau le plus large parce qu'on veut que quand tu n'es pas volant, tu puisses avoir la possibilité d'avoir un appui large pour ne pas être trop scabreux. On a fait un bateau avec une coque centrale qui est un peu bananée, qui répond moins fort dans de la mer forte et donc qui est plus smooth. On a fait des foils qui, effectivement, ont une angulation qui est moins typée juste pour... la mer plate, mais qui puisse ressourcer dans chaque vague et qui ne s'écroule pas à chaque fois. Donc c'est pensé comme ça. J'ai fait 2 voiles qui sont vraiment extrêmement typées pour cette période-là, parce que ça va être la première fois qu'on fait ça, quoi. C'est 23 ans de fidélité avec Sodebo. Ouais, 23 ans de confiance. Et le partage tout le temps. Pour moi, le mot confiance, c'est tout, quoi. Cette construction dans la confiance et dans le temps long. J'ai adoré, mais même aujourd'hui, un bateau ou un trimaran comme Sodebo, là, quand tu le mènes, c'est d'arriver au niveau de confiance que tu acceptes que tout tienne là en équilibre sans que tu te mettes à douter tout le temps que tout pourrait lâcher, casser, tout ça, et que tu arrives à oublier que c'est une épée de Damoclès que tu as au-dessus de toi, mais que c'est une confiance que tu as. Et partir autour du monde, si tu n'as pas cet état un peu qui s'acquiert sans doute avec le temps de confiance. Tu as des préparateurs mentaux, des choses comme ça, parce qu'on me posait la question il y a quelques jours et on en a reparlé avec tes collègues là. J'ai travaillé avec une femme, une nouvelle, Lynn Burnett. C'était dans un cadre très précis, on allait se voir tant de fois, mais
de pouvoir me livrer à quelqu'un qui, encore une fois, ne me jugerait pas. Mais nous, on a peur du gourou et on a peur de l'effet indésirable. De l'accoutumance éventuelle. Et donc, une fois qu'on est en mer, on ne peut plus avoir accès à ça. Pour moi, le syndrome de la personne qui, à Roland-Garros, cherche son coach dans la oui. foule, nous, c'est pas possible. Ça. Non, donc, heureusement, non. heureusement. Et c'est ça qui fait, pour moi, en tous les cas, l'indépendance et la liberté que j'ai. Même si la liaison avec la Terre est permanente ou du moins autorisée. Ouais, pour le coup, j'aime bien la couper un peu. Je ne l'ai pas trop souvent. On l'a en stratégie, évidemment. Ta journée idéale, justement, la plus belle journée de rêve sur un bateau en course, elle se passe comment? La journée, les 24 heures. Ouais, c'est ça. J'allais dire, en fait, la journée, elle est plutôt de nuit. Elle est plutôt de nuit. Oui. Il y aura une lune montante. Ça déboule fort. Elle s'est décalée toute la nuit, la lune, et là, l'adrénaline de la vitesse, quand tu vois tout défiler dans le noir, c'est quand même le truc, c'est vraiment le vol de nuit, c'est Syntex. C'est Syntex, on est d'accord. C'est Syntex qui déboule dans notre vie, et qui fait que, pour moi, c'est la descente Canaries jusqu'au Cap-Vert où tu es sur le tapis volant, là, de longer l'Amérique du Sud, du haut du Brésil jusqu'au moment où tu commences à tourner à gauche autour de Sainte-Hélène. Et là, ce tapis volant-là, il est fantastique. Tu es sous pilote juste pile poil réglé, tu as le chariot à côté du siège et pourtant tu sais que tu fais 1 ou 2 degrés de plus. Et puis de temps en temps, tu sens une vibration, un son un peu différent, tu sors dehors, tu prends la barre, tu t'autorises à barrer un peu, tu sens si c'est bien réglé ou pas, tu rechoques un petit peu de chariot, tu reprends un petit peu de grand voile. À l'échelle du bateau, ce serait quasiment anecdotique, mais tu sais que c'est ça qu'il fallait faire et tu ne sais pas expliquer pourquoi tu voulais faire ça. C'est juste je sais pas, il y en a d'autres qui font de la musique et ils savent que c'est le petit doigt qui traîne là, ou si c'est le chef, il va mettre... je sais pas, un peu plus de ça, un peu plus. Mais pour moi, c'est ça. Et t'écoutes t'as le temps d'écouter autre chose que le bateau? Avant, j'aimais bien me challenger à ça, et de moins en moins. J'aimais bien m'autoriser à lire ou avoir un peu de poésie à bord et tout ça, mais ça a disparu. C'est vrai que sur ton bateau, tu vois pas beaucoup le sillage, toi? Non, moi, je vois pas le sillage. Je vois devant. Tu vois devant, mais tu vois pas derrière. Mais je vois moins derrière. Mais dans le vol, j'avoue que le vol, là, quand t'es dans la verrière chez nous, là, et que le bateau, il est en vol, à 35, 36, 37... Et tu penses qu'on vous prend pour des malades ou des gens sérieux? Parce que on a une... Ça les regarde, le jugement qu'ils ont sur nous. Classer les gens. Sur moi, ouais, c'est ça. J'ai pas de jugement sur les gens, moi, en général, donc que les gens en aient sur moi, ça me touche pas trop. Non, j'entends bien, mais bien, enfin, des 6 bonhommes, et il y aura des femmes certainement dans les années à venir, mais ouais. À vouloir faire des tours du monde à très grande vitesse en volant sur des engins étonnants, qui sont paradoxalement moins dangereux que les plus petits sur lesquels on a eu la chance de naviguer. Oh, mais c'est ce que j'allais dire. Moi, j'ai beaucoup moins les trouilles sur ce bateau-là que je l'ai eu à tes côtés en Norma, où on était penchés comme Exactement. ça tout le temps, et qu'on ne savait pas si ça allait finir comme ça ou comme si. Enfin, c'était. Avec des pilotes idiots, alors que maintenant... Mais là, tu es beaucoup plus serein. Il faut goûter à l'émotion ou à l'addiction du vol. Tu luttes plus contre l'eau. Voilà, c'est cette espèce d'équilibre entre l'eau et l'air. Tu appuies sur un plan de voilure très très haut, qui finalement, avec un bras de levier qui est le bateau, s'appuie sur un bras de levier qui est très très court dans l'eau, et les deux s'harmonisent et wow, tu te dis, putain, ça tient en l'air, et là tu fais confiance. Je me sens plus albatros que jamais, quoi. Qui nous prennent pour des dingues, moi j'aime plutôt ça. Tous les gens qui sont pionniers sont pris pour des dingues. Qu'on me prenne pour un dingue, ouais, je suis content. Tu crois qu'on a un message politique à faire passer? Enfin, que vous avez à faire passer lors de tours du monde comme ça? Ou social, au moins? Non, enfin, moi j'aime bien cette phrase-là, j'avais lu ça dans un poème. L'action est la sœur du rêve. Nous, notre message politique, c'est que quand tu es marin et que tu t'en vas, tu es dans l'action, tu as un rêve au départ, mais c'est ton action qui mène ton rêve et pas l'inverse. Et on n'a pas de leçon tellement à donner. En mer, tu n'as pas de mec qui te donne de leçon. Hein. C'est pas politique, c'est plus peut-être un petit peu de temps en temps philosophique, de faire des choix. C'est Hubert Reeves qui est parti il n'y a pas très longtemps qui disait mais comment on peut faire un monde où ils croient tous à un truc qui n'existe pas et qu'ils n'ont jamais vu, et le seul, entre guillemets, truc qui vaut
La peine, c'est la nature autour de nous. Alors pour le coup, on la voit, elle est là, et on devrait juste s'intéresser à ça et vivre avec elle et être encore admiratif, comme quand tu navigues à chaque fois par rapport à ça. Toutes les croyances, pour moi, sont une forme d'ignorance, et toutes les ignorances vont vers une croyance, alors que la nature, elle est là. Par essence, elle est là, et elle était là avant nous. Et ce petit garçon, quand il a ce coup de foudre là, je resterai ça. Eh ben, reste comme ça. Merci, Tom. Merci à toi. On va faire sans filet. À toi. Avant de revenir à l'exercice lui-même autour du monde, rappelle-nous qui tu es. Armel, moi je te connais un peu, nos amis qui nous écoutent, pas forcément, tu sais, on est dans un petit village, hein, de temps en temps on a quelques événements. Globalement, le jeune Armel Lecléache est né où? Alors Armel Lecléache, il est né à Landivisiau, et j'ai grandi à Saint-Paul-le-Léon, donc voilà, capitale du Léon, pas très loin de Brest. J'ai appris à naviguer là-bas pendant pas mal d'années, j'ai fait de l'optimiste, du dériveur, mais j'ai commencé mes premières navigations, finalement c'était sur le Mélodie de mon papa, qui était un... Vous aviez un Mélodie vous aussi? On avait un Mélodie. On avait un Mélodie nous aussi. Tu vois, ouais, je savais pas. Ça donnait des idées à certains. Ah ouais, ouais. Et on a fait pas mal de croisières, on partait de la baie de Morlaix, on traversait, on allait aux îles Scilly. C'était nos vacances l'été, c'était les îles Scilly. Pareil. On passait 15 jours, 3 semaines. Des fois, quand il faisait beau, on allait jusqu'en Irlande. Et donc j'ai grandi dans cette ambiance-là. Et puis après, j'ai eu la chance de passer sur le circuit Figaro en remportant une sélection organisée par Port-la-Forêt, le centre d'entraînement. Là, on est en quelle année? 99. Voilà, donc là, j'ai 22 ans. Et dès la première année, en 2000, je fais une belle perf. Je fais une deuxième derrière Pascal Vidégori, sur du Figaro. Et donc finalement, moi, je décide de continuer l'aventure. Pas toujours facile au début, il faut trouver des sponsors, etc. Mais finalement, en 2003, je remporte la solitaire devant notre ami Gogo Alain pour 13 secondes. Et finalement, c'est ça qui m'a permis de me faire connaître, de passer à l'étape suivante et notamment d'aller faire de l'Orma, parce que Alain m'avait choisi, avec son sponsor de l'époque, m'ont choisi pour prendre la suite d'Alain, qui voulait faire un petit break dans sa carrière et de commencer à naviguer sur des plus gros bateaux. Et puis j'avais des copains qui étaient déjà partis faire le Vendée Globe, Vincent Rioux, Sébastien Josse, donc des copains du Figaro qui avaient fait un petit peu le chemin d'aller tenter le Vendée Globe. Le Vendée Globe, à l'époque, pour nous, c'était un truc, l'Everest, clairement l'Everest. Mais t'en rêvais ou c'était inaccessible? Pour moi, c'était inaccessible. Moi, je ne voyais pas forcément capable de faire ça. Puis c'est plus en regardant les autres le faire. Premier figariste, ils y vont, et puis ils réussissent, Vincent gagne, et je me dis, pourquoi pas moi? Et donc je fais mon premier Vendée Globe en 2008, et puis voilà, et je fais 3 Vendée Globe pour gagner mon premier Tour du Monde 8 ans après, donc en 2016 avec Banque Populaire. Et derrière, voilà, on est parti sur des ultimes. Redis-nous, la classe ultime a été définie comment, historiquement? Au départ, c'était l'idée de Thomas Coville avec Sodebo, oui. François Gabard avec Massif. Ils avaient tous les deux des bateaux ultimes déjà à l'époque. Pas encore volants, mais ils avaient des projets de battre le tour du monde en solitaire. Chacun l'ont battu l'un après l'autre. Et puis, en cours de route, Gitana est arrivé, nous, Banque Populaire, Actual. Et finalement, cette classe ultime, aujourd'hui, on est 6 bateaux, parce que Éric Perron nous a rejoints. On a des courses qu'on connaît, les classiques, la Route du Rhum, la Jacques Vabre. Et là, maintenant, on a tout un programme de courses qu'on met en place avec la Finistère Atlantique, les 24 heures ultimes et d'autres courses qui vont arriver. Et puis, bien sûr, le Tour du Monde, Arkea Ultimate Challenge, qui va être notre point d'orgue. L'idée, c'est vraiment d'avoir ce Tour du Monde, un peu comme l'est le Vendée Globe sur l'IMOCA, voilà, tous les 4 ans. Donc là, on a une première édition en 2023. Il y a une deuxième édition qui est déjà annoncée pour 2027. Maintenant, là, il va falloir réussir la première. Ça va être le challenge, parce que moi, je me considère un peu comme un pionnier, on est clair. Il y a quand même beaucoup d'inconnus sur ce qu'on va faire là. On a des marins tous expérimentés, avec des bateaux un peu différents en termes de potentiel. Si on prend, par exemple, Éric Perron, c'est un très bon marin. Il a fait beaucoup du multi-50, de Figaro. Enfin voilà, il a une expérience top et il a la capacité largement de mener ces bateaux-là.
Mais il va être sur un bateau, bien sûr, beaucoup moins rapide, Ouais. un projet un petit peu de dernière minute, mais qui va être un projet où il va raconter une belle histoire, et je lui souhaite. Ça, c'est un profil qui marche en ultime. Mais quelqu'un qui n'aurait pas d'expérience ne pourrait pas faire ce que va faire Eric. C'est impossible. Ces bateaux-là demandent quand même une certaine maîtrise, une certaine expérience, connaissance. Ce sont des grosses machines. Si on fait une erreur de manœuvre sur ces bateaux-là, on peut vite se retrouver dépassé par la machine, et le marin, ça devient dangereux. Pour revenir à ton prochain tour du monde, donc, ça va être le quoi, quatrième, Quatrième. Quatrième, c'est ça. Est-ce que c'était prévu d'entrée de jeu? Est-ce que dans la conception du bateau, dans même l'esprit, tu disais de toute façon un jour ou l'autre, j'irai en solitaire sur ce bateau? Sur Banque Populaire 11, oui, clairement. Sur le dernier, parce oui. que c'était écrit dans le programme et de toute façon, on imaginait de pouvoir faire le tour du monde avec ce bateau en équipage et aussi potentiellement en solitaire. Mais au début de l'histoire, quand on est à l'arrivée du Vendée Globe, le bateau est déjà construit, quasiment terminé. On met à l'eau quelques mois plus tard. On avait ce projet effectivement d'ambitionner de faire un tour du monde en solitaire fin 2019. Mais entre-temps, il y avait une route du Rhum à faire. Donc le bateau était prévu pour faire un tour du monde, mais malheureusement la route du Rhum ne se passe pas comme prévu, la casse du bateau totale, et donc finalement tous ces plans-là s'arrêtent. Et donc on relance un bateau avec Banque Populaire, en utilisant l'expérience du précédent, qui avait cassé, et finalement le temps avançant, les choses avançant, on se retrouve à avoir ce tour du monde qui finalement à un moment donné se remet un petit peu dans le programme, et on dit la date qui pourrait fonctionner c'est fin 2023. Ça fait quoi cette différence fondamentale d'être au-dessus de l'eau plutôt qu'un petit peu posé dessus? Ça change beaucoup de choses. Déjà, on a un équilibre qui est incroyable. C'est ça qui est assez fantastique. C'est-à-dire qu'on a un bateau qui gîte quasiment plus. Et ouais. Donc on n'a plus forcément le même phénomène que tu as connu ou que moi j'ai connu en multicoque où dès qu'il y a une risée, le bateau commence à monter et sur une patte. Voilà, on sent que il faut être sur les écoutes. Là aujourd'hui, en fait, quand le vent rentre, le bateau prend un tout petit peu de gîte, se met sur son foil et puis finalement il se remet à plat. C'est ça qui est génial. Donc c'est plus du tout le même comportement. Et puis après, c'est trouver avec l'ensemble des appendices le bon petit réglage pour que le vol il soit équilibré, stable et acceptable en termes de confort. Mais non, c'est des machines. Plus on navigue dessus, plus on se fait plaisir. Ce qui a progressé énormément, c'est les pilotes automatiques, c'est tous les systèmes d'anti-chavirage. Donc des systèmes qu'on a à bord qui nous permettent de choquer la grand voile quand on dépasse un certain degré de gîte. Le pilote, il off au près quand ça commence à gîter trop, au portant, il abat quand ça commence à gîter trop. Donc finalement, on a pas mal d'artifices qui fait qu'à bord, avant de se retrouver dans une situation un peu rocambolesque, il faut vraiment faire un paquet de bêtises. Exactement, c'est une énorme évolution ça. C'est une énorme quelques évolution. années. Ce qui permet aujourd'hui à déjà nous d'avoir la capacité de mener ces bateaux en solitaire à haute vitesse, parce que aller à 40 nœuds tout seul, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément imaginé il y a encore 10 ans. Et puis de le faire sur l'Atlantique en solitaire, on a vu que c'était maintenant facile, entre guillemets. Et là maintenant on va essayer de le faire autour du monde. La petite marche supplémentaire, mais ça va être un... Ouais, je pense qu'on est capable de le faire. Aujourd'hui les bateaux et les moyens qu'on a à bord sont adaptés à ce genre d'exercice. Et ta manière d'approcher ton quatrième tour du monde comme ça, qui est très différent, les difficultés, tu connais le parcours, tu connais tout ce qu'il y a. On a dit qu'a priori ces ultimes, malgré leur vitesse ahurissante et leur taille et ainsi de suite, c'est paradoxalement des bateaux relativement sains, voire même extrêmement sains. Et le gros problème, c'est la vitesse, j'imagine, à supporter quand on est dedans, et les éventuels chocs et impacts avec tout ce que tu ne peux pas contrôler et qui flotte à la surface. Est-ce que c'est ça la grosse angoisse, ou est-ce qu'il y a d'autres paramètres que tu n'as pas vécu sur un Vendée Globe en allant moins vite, sur un monocoque par exemple? J'aborde ce tour du monde avec l'expérience des 3 précédents que j'ai fait en monocoque. Évidemment. Clairement, c'est pas du tout le même exercice, mais je connais le parcours, je connais la difficulté de la durée qui va être moindre, je l'espère. On devrait quand même tourner en moins de 50 jours. Par contre, l'intensité va être énormément supérieure avec un bateau qui est très physique, stressant parce que la vitesse fait que on est toujours dans l'anticipation de ce qui va arriver dans 1 heure, dans 2 heures, dans 6 heures, dans 24 heures. Maintenant, aujourd'hui, effectivement, les bateaux sont très marins. On a cette chance-là d'avoir des bateaux qui passent bien à la mer, jusqu'à une certaine limite, bien sûr, mais on sait que sur un tour du monde, les conditions ne vont pas être dantesques non plus pendant l'ensemble du parcours.
Les inconnus, ça va être la casse. Alors aujourd'hui, les bateaux sont fiables. On a prouvé lors des différentes transats que les bateaux sont tous à l'arrivée, en très bon état, qu'on termine les courses. Donc aujourd'hui, les bateaux sont fiables. Mais après, effectivement, les chocs en mer, ça c'est effectivement le gros paramètre parce qu'on va vite. Donc taper à 15 nœuds et taper à 40. C'est une loi physique. C'est pas la même problématique. Ouais. Et donc ça, c'est compliqué parce que ça peut engendrer derrière des problèmes très compliqués à gérer en solitaire. Taper un safran et avoir le safran qui se met en travers la piste, derrière d'aller aller sur le flotteur tout seul et puis potentiellement essayer de faire quelque chose, mais en solitaire, on est rarement démuni. C'est la grosse angoisse. Ça va être la grosse angoisse. Ouais. Donc il faudra trouver des solutions. Bon, on a droit à l'assistance technique et on a droit de s'arrêter sur des escales pour pouvoir éventuellement réparer. Ça, c'est quand même un élément important de la course qu'il faudra aussi... Contrairement au Vendée Globe, on n'a pas le droit de s'arrêter. Contrairement au Vendée Globe. Donc voilà, il y a deux règles qui changent. On a droit à l'assistance météo. Okay. Ça a toujours été en solitaire, en multicoque, pour des raisons de sécurité, parce qu'on sait que ça va très vite. L'assistance météo personnalisée, donc le fameux routage. Donc, à la fois pour nous guider sur la meilleure route à suivre, mais aussi pour nous donner des éléments de météo potentiellement dangereux à éviter, ou en tout cas qui peuvent arriver très vite. Vous avez une limite sud d'iceberg? On aura une zone d'églace officielle. Ce sera à mon avis assez sensiblement la même que celle du Vendée Globe. Ouais. Et puis la deuxième règle qui va changer, effectivement, c'est ces escales techniques autorisées. Il n'y a pas de limite en termes de nombre d'arrêts. Ah ouais. Par contre, c'est minimum 24 heures. Ce sera pénalisant pour celui qui s'arrêtera. Oui, mais derrière, ça veut dire qu'on peut continuer la course. On sera 6 bateaux au départ. L'objectif, c'est d'avoir le plus à l'arrivée. Et donc, ces escales-là permettront d'augmenter le nombre de bateaux à l'arrivée. Est-ce que ta manière de naviguer sur un ultime, comme sur tout bateau, c'est de savoir ralentir? Est-ce que sur un ultime, c'est encore plus flagrant ou moins? Je ne sais pas. Explique-moi. Oui, on a pas mal de moyens de diminuer un peu la puissance des bateaux et la vitesse des bateaux. Aujourd'hui, on sait naviguer même sans voler. On repose finalement le bateau dans l'eau, hein, ce qu'on faisait avant. En mode classique archimédien. Mode archimédien. On repose le flotteur, ça avance toujours bien, mais on n'est plus à 40 nœuds, on est à 30, donc c'est une capacité importante pour pouvoir diminuer un peu la vitesse. Et ça, on va le faire effectivement dès que la mer se forme. C'est la complexité du vol, c'est l'état de la mer. À un moment donné, la mer va nous limiter au vol, parce qu'à un moment, on ne va pas faire des sauts de cabri jusqu'à ce que tout ça casse. Donc, on a beaucoup de capteurs sur le bateau qui nous permettent d'avoir des limites autorisées en termes de structure. On sait quand on commence à solliciter la plateforme, les appendices, on a des alarmes qui se mettent en marche avec différents niveaux de couleurs, jaune, orange, et quand ça arrive à rouge, bon là il est temps un petit peu de choquer un peu les voiles ou en tout cas de diminuer la puissance. Donc ça c'est au marin qu'il va falloir ajuster, trouver mettre le curseur au bon endroit. Évidemment. Toute la difficulté et l'inconnu, ça va être sur les 6 là, comment chacun va gérer sa machine. Et ça, aujourd'hui, je suis incapable de dire si Charles ou Tom ou Thomas, comment, dès le départ, est-ce qu'il y en a qui vont partir au taquet, ou est-ce que ça va être dans les mers du Sud, il va y avoir un peu le pied. On sait en plus qu'avec ces bateaux, on fait très vite des distances, donc il ne faudra pas rater certaines portes, parce que les transitions, on les connaît, c'est les moments clés. Mon dernier Vendée Globe avec Alex Thompson, on s'échappe dans la première dépression un peu après l'Atlantique Sud, et puis finalement les autres on les avait plus revus. La course est jouée au premier tiers du parcours. Donc là, effectivement, sur l'Arkea Ultimate Challenge, ça peut être tout à fait la même chose. On peut avoir un bateau qui s'échappe, et après ça sera très compliqué de revenir. Et la question plus philosophique de la vitesse, on ne fait qu'aggraver les risques potentiels. Il y a un plaisir évident de conception, de maîtrise, ainsi de suite. En fait, l'évolution de notre voile, notre petit village voile, dans ces 15 dernières années a été fabuleux. En 40 ans, on a multiplié nos vitesses par 4, mais surtout les 10 dernières années-là. Mais on n'a pas augmenté pour autant l'intérêt. Si on regarde les courses phares, que ce soit Vendée Globe, Route du Rhum, et puis j'espère un jour l'Arkea Ultimate Challenge, ce sont quand même des courses qui sont très médiatisées. Ah, on est d'accord, j'ai pas dit le contraire. Hein, mais... Et je pense que ça, clairement, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui les partenaires, les sponsors sont attirés par la course au large. Et moi, je trouve qu'aujourd'hui, la technologie est importante pour aussi notre futur. Nos bateaux, ce sont des laboratoires. Nos bateaux qui vont réussir ce pari-là, cette technologie-là, éprouvée dans des conditions extrêmes, vont permettre aussi
d'avoir des débouchés sur peut-être des bateaux de transport maritime, passagers, mais passagers aussi essentiellement. de commerce, pourquoi pas un jour avoir des bateaux qui puissent utiliser ce genre de technologie qu'on a sur nos bateaux pour diminuer leur impact carbone, pour améliorer voilà, tous ces systèmes qu'on ne peut pas transformer du jour au lendemain. Et puis après, il y a aussi une autre dimension qui me porte à cœur, c'est une dimension à faire voyager les gens, à les faire un peu rêver, enfin, je pense. En tout cas, c'est ce témoignage que j'ai depuis pas mal d'années. Bien sûr. Les gens voyagent à travers nos aventures, nos récits. Et toi, tu as fait partie de mes rêves quand j'étais plus jeune. Ton premier Vendée Globe, moi j'écoutais la radio le matin parce qu'il n'y avait pas Internet. Et je trouve que c'est important aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit de pouvoir rêver un peu. Je crois beaucoup à la génération qui arrive, les enfants, leur montrer voilà, que notamment le sport, c'est important. Il ne faut pas rester devant son écran, quoi. Et donc ça, c'est de raconter voilà, ce qu'on... Même si en image, vous montrez des marins bien capitonnés avec des gros écrans devant. Oui, bien sûr. Bien ne faire que ça. Faites mais gaffe. Mais mine de rien, quand même, on est quand même dans un milieu hostile, etc. Oui, je suis d'accord. Mais je sais bien. Mais voilà, je crois que c'est important aussi. Bien sûr. Voilà, de continuer. Parce que si on arrête tout, très bien, on va sûrement limiter notre impact. Continuer. Mais tu as raison. Et c'est pour le rêve. Il ne se passera plus rien. Armelle, fais-nous rêver donc. Ben, je vais essayer. Merci. Merci Luc.